Bienvenue à notre dernière web émission de l'année 2020. Alors, je suis avec Lucas Bloin. Comment ça va, Lucas? Ça va très bien, Aaron, toi-même? Très bien, merci. Alors, comme d'habitude, trois questions. On enchaîne avec la première qui nous vient de Sébastien. Que pensez-vous du titre d'Airbnb? Est-ce le genre d'entreprise qui pourrait faire partie de votre portefeuille? Pour faire une introduction, Airbnb, en fait son entrée en bourse la semaine dernière et puis les investisseurs ont été très enthousiastes avec l'évaluation qui a été présentée, si bien que le titre a plus que doublé sa première journée par rapport à son prix d'introduction en bourse. Pourrais-tu, Lucas, nous dire un peu c'est comment ils font leur argent, Airbnb? Airbnb, c'est un entremetteur entre quelqu'un souhaitant mettre en location à court ou moyen terme son logement, sa maison, et, entre un client qui désirait faire la location de ce logement-là pour une période de temps. Puis Airbnb va charger des frais d'environ 15 pour les mettre en relation. OK. Puis qu'est-ce que tu aimes de l'entreprise? Il y a plusieurs choses qui sont à aimer dans Airbnb. Puis la première, c'est l'image de marque. La compagnie investit massivement dans son image, ce qui fait en sorte que le nom Airbnb est connu de monsieur, madame, tout le monde. Puis ça fait qu'ils vont utiliser directement l'application mobile ou vont passer par le site Internet pour accéder à la plateforme. Puis ça se fait sans passer par l'intermédiaire de Google. Donc, il y a très peu de frais qui vont être payés à Google, contrairement aux plateformes Booking.com ou Expedia qui sont dépendantes de Google. Je pense qu'à terme, les marges des Airbnb, grâce à cet avantage concurrentiel-là, vont être meilleures que leurs compétiteurs. OK. Puis tu as Un noté deux, un deuxième, c'est ça, l'effet réseau qui est de global. Oui, exactement. En fait, l'inventaire des Airbnb, des places qui sont allouées est très important. C'est probablement eux qui ont le plus grand inventaire parmi Booking et Expedia, à plus de 7 millions de chambres listées. Euh, Ce serait très difficile pour un concurrent de reproduire ça parce que plus l'inventaire est important, plus la demande va être importante, puis on se retrouve avec un cercle virtueux. C'est une bonne barrière à l'entrée. Puis l'autre point, comme tu as dit, c'est une compagnie qui est internationale. Donc, pour les voyageurs, par exemple, il y a peu de chances qu'ils vont utiliser une plateforme qui est locale. Ils souhaitent utiliser une plateforme qui est internationale puis qui fait affaire dans plusieurs pays différents. Puis, tu as jeté un coup d'œil un peu à l'évaluation, puis c'était quoi ta conclusion? La croissance de la compagnie est intéressante. Elle a cru de 35 en 2019, mais on remarque que la croissance ralentissait dans les dernières années. L'autre chose, c'est que la compagnie ne fait pas encore de profit, mais c'est quand même assez normal puisqu'elle croît de manière importante et investit dans son marketing aussi de manière importante. Mais ça fait en sorte qu'on doit estimer la croissance, combien de temps la croissance va durer, les marges de profit à terme, puis quand que la compagnie va commencer à dégager des marges de profit. Puis, si on regarde des scénarios qui sont optimistes, on se rend compte que l'évaluation de la compagnie actuellement générera pas un rendement pour nous qui est intéressant. Donc, on aime la compagnie, on aime les avantages concurrentiels. L'évaluation, on se pose encore des questions présentement. Puis, t'as-tu un autre risque à part l'évaluation? Ce serait peut-être le risque réglementaire. On pourrait voir l'Union européenne, par exemple, qui déciderait de mettre à l'amende Airbnb pour les chambres qui sont mises à louer de manière illégale dans des villes par rapport à la réglementation. Donc, si ça venait qu'à se produire, on pourrait voir la croissance des Airbnb ralentir et peut-être même une petite baisse des revenus. Bon, ben, on peut passer à la deuxième. Oui, en fait, Aaron, la deuxième question, c'est que pensez-vous de la compagnie électrique Lyon qui deviendra LEV en début d'année? C'est une question qui a été posée par Martin via Facebook.
Oui, alors c'est quoi Lion, puis comment qu'il rentre à la bourse? C'est les deux questions intéressantes ici. Donc, c'est une compagnie privée de Saint-Jérôme qui fabrique des camions électriques. On n'a pas beaucoup d'informations parce que l'acquisition, bon, premièrement, ils veulent entrer à la bourse. C'est une compagnie privée. Et pour ce faire, ils vont fusionner avec une coquille qui est listée à la bourse qui s'appelle Northern Genesis Acquisition. Alors, Northern va émettre des actions pour acquérir Lion. C'est une manière d'éviter la méthode traditionnelle d'entrée à la bourse, qui peut être un peu plus longue et coûteuse. Pour le petit investisseur, on voit plusieurs drapeaux rouges et c'est ce qu'on voulait discuter aussi, là. Premièrement, les dirigeants de la coquille vide, NGA, ben en fait, c'est pas une coquille vide, elle a quand même 300 millions dans la caisse. Mais ces dirigeants-là se sont fait octroyer 20 d'actions gratuitement. Alors, ça a une valeur d'à peu près 86 millions, je crois. C'est comme un frais de performance caché Mais les qui, dirigeants, ils prennent pas vraiment de risques là-dedans, si je comprends bien. ben, ils peuvent pas vendre leurs actions avant 1 an suite à ce que la fusion avec Lion ferme, là. Donc, c'est ça le seul risque qu'ils prennent. Alors, pendant 1 an, ils doivent vendre l'histoire de Lion aux actionnaires pour que le prix de l'action reste élevé. Le deuxième drapeau rouge, c'est que Lion, c'est plus une histoire qu'une compagnie concrète avec des revenus et des profits. Euh, alors, ils sont en train d'évaluer cette entreprise-là à 1,4 milliard. Elle a fait 29 millions de revenus cette année. Donc, c'est pas encore une entreprise commerciale, je dirais. Ils disent avoir 300 véhicules sur la route en ce moment. Ils veulent en produire 18 000 dans 4 ans, Lucas. Fait que de passer de 0 à 18 000, C'est un bon défi. c'est ça. Tu qualifierais ça de très spéculatif, si je comprends bien, un investissement dans Lion comme ça. C'est très spéculatif. Les probabilités qu'ils réalisent ces ventes-là dans 4 ans sont assez faibles selon nous. Alors, extrême prudence, on n'investirait pas tant qu'ils n'ont pas fait leurs preuves. Surtout que l'évaluation accordée je veux dire, ça tient compte déjà de ventes des assez bonnes ventes, là. Alors, même s'ils atteignent des bonnes ventes, c'est pas dit que l'évaluation que vous allez faire a du rendement. Alors, Aaron, on passerait à la troisième question qui nous provient de François via Facebook, qui concerne justement Facebook, qui serait à l'aube d'une poursuite antimonopolistique aux États-Unis qui pourrait exiger que la compagnie soit scindée en trois. Donc, on aurait Facebook, WhatsApp et Instagram. Est-ce que c'est un scénario réaliste? Puis quel serait l'impact sur le titre de Facebook si ça venait qu'à se produire? Oui, donc juste expliquer rapidement, la FTC accuse Facebook d'être un monopole puis d'avoir atteint ce statut-là avec l'acquisition d'Instagram et WhatsApp. Et donc accuse Facebook d'enfreiner à l'innovation puis de réduire le choix pour les consommateurs puis pour les annonceurs. On pense que Facebook a quand même des bons arguments pour se défendre. T'sais, on n'est pas des avocats, là, mais juste euh, logiquement, pense pas que on pense qu'Instagram a continué d'innover quand même. Tu sais, Facebook n'a pas décidé de tuer ou discontinuer Instagram quand ils les ont achetés. Ils ont continué d'innover. C'était pas garanti qu'Instagram l'aurait fait par elle-même. Alors, Facebook a beaucoup aidé à ça. Donc, on pense pas que ça a réduit non plus le choix des consommateurs. Aujourd'hui, ils peuvent aller sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp. Après ça, WhatsApp, c'est pas nécessairement un monopole. On peut utiliser des SMS pour communiquer. Même chose avec Facebook. Tu sais, la FTC ne mentionne pas Twitter, Snapchat, TikTok dans sa plainte. Après ça, ben, la FTC a déjà autorisé ces acquisitions-là. Alors, elle revient par le passé, elle dit « Oups, on s'est trompé ». Après coup, tu sais, c'est facile à dire, ben oui. C'est comme si nous autres, on faisait une erreur sur un titre, puis on voudrait que notre courtier nous rembourse pour notre perte sur le titre. Tu sais, ça fait comme pas vraiment de sens.
Puis pour les annonceurs, ben, on pense que ça a diminué les barrières pour annoncer. C'est beaucoup plus facile à annoncer sur Facebook que sur la télévision, la radio, le papier journal. Donc, on pense que Facebook a des bons arguments et qu'ils ne vont pas devoir se scinder en trois. Mais s'ils devaient le faire, se diviser en trois compagnies distinctes, Lucas, toi, ça serait quoi l'impact, d'après toi, sur l'évaluation du titre? Advenant le scénario qu'on se retrouvait avec 3 compagnies différentes dans notre portefeuille, donc Facebook, Instagram, puis WhatsApp. Moi, je pense qu'à court terme, on aurait un effet positif sur l'évaluation puisque la somme des 3 compagnies serait probablement supérieure à celle de Facebook. Puis je m'explique. En fait, WhatsApp, les investisseurs lui donnent pratiquement pas de valeur dans la valeur de Facebook. Pourquoi? Parce que WhatsApp n'est pas monétisé présentement et génère presque pas de revenus. Mais si WhatsApp était une compagnie à part entière, il est fort à parier que les investisseurs, lui, octroieraient une valeur. Pareillement pour Instagram. Instagram est dans Facebook et c'est une compagnie qui croît beaucoup plus rapidement que Facebook. Donc, elle aura probablement un multiple de ses profits qui est plus élevé aussi. Donc, tous ces arguments-là, moi, ça me fait pencher pour dire que ce serait bon à court terme. À long terme, peut-être un peu moins parce que Facebook pourrait perdre des synergies, mais je vois pas ça d'un mauvais œil nécessairement. Mhm. Parfait. Ben, j'ai pas mal la même opinion. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. On vous souhaite un bon temps des fêtes, même dans les circonstances actuelles, et on se revoit l'année prochaine. Merci, Lucas. Merci, Aaron.